Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être présent si tôt, d'avoir bravé le froid, la tempête pour venir nous voir au pavillon Cycli au sein de l'exposition L'art de la préfabrication qui est proposée par l'entreprise Prelco que vous connaissez sans doute et qui nous a proposé cette table ronde. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir d'avoir un débat qui est initié par l'industrie et qui va faire intervenir des architectes, des chercheurs, des chercheuses et des spécialistes, sortir un petit peu aussi des discussions un peu entre architectes qu'on a l'habitude d'avoir sur les questions de réchauffement climatique, d'adaptation de l'architecture. Aujourd'hui, on parle avec différents points de vue sur la question, ce qui est très très bien, c'est très précieux. Moi, j'estime qu'on doit avoir plus de discussions interprofessionnelles, interdisciplinaires sur ces questions aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est la deuxième discussion. Après une table ronde qui a été tenue hier soir, modérée hier soir par Bruno Marchand, qui doit s'excuser, il est tombé malade après cette soirée éprouvante hier soir. Voilà, il n'est pas avec nous ce soir malheureusement, mais on le salue. Deux tables rondes qui portaient l'une plutôt sur le passé, le présent du préfabriqué, et puis une ce soir plutôt sur le présent et l'avenir de cette technique et de ces matériaux. Donc c'est bien le propos qui est tenu dans l'ouvrage qui accompagne l'exposition qui vous entoure. C'est un ouvrage qui est constitué de 3 chapitres, le passé, le présent, l'avenir. Prelco, vous connaissez, j'imagine, c'est un des fleurons de la construction à Genève, en Suisse romande, qui produit depuis les années 60, 70 des panneaux préfabriqués qui ornent les bâtiments de beaucoup de bâtiments à Genève et en Suisse romande. C'était dans les années 60-70 une réponse à la mécanisation des chantiers pour répondre à des gros chantiers importants, notamment en l'occurrence l'arrivée de cycles d'orientation, donc la réforme du programme scolaire. Prelco produit des éléments de toutes sortes, en fait, c'est des poutres, des piliers, des cadres, et puis des panneaux. Ça, c'est la façon de rationaliser les chantiers. Or, le chantier coulé traditionnel va lui également se rationaliser. Et puis, à l'échelle européenne, voire mondiale, la préfa lourde va un petit peu diminuer. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Prelco, c'est qu'à partir des années 2000, et même un petit peu avant, l'entreprise va réagir en proposant de raffiner ses procédés et créer ce qu'ils appellent du béton haute couture, donc travailler sur un préfabriqué qui va être extrêmement précis et pour promouvoir une culture constructive adaptée au contexte assez spécifique de Genève, mais aussi de Suisse en général. Je me rappelle, étant étudiant, peut-être que vous vous rappelez, à l'époque, on parlait beaucoup de préfa dans les années 2000-2010. Chez nous, c'était Fodbamos Kruker à Zurich, on parlait beaucoup de ça. Et puis aujourd'hui, on fait moins, je pense, à Zurich, à Bâle, de préfabriqués, c'est vrai. Il y a un peu un changement. Dans le livre, à la fin du livre que vous pouvez consulter à l'entrée, il y a une table ronde qui réunit plusieurs architectes, une génération, dont quelques-uns sont ici d'ailleurs, et qui discutent un petit peu de l'avenir du préfabriqué. Et Monsieur Bruno Kruker, dit à ce moment-là, au début de la table ronde, aujourd'hui à Zurich, on fait plus que du bois en fait. Donc il y a vraiment un changement aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'on est un petit peu en train de se poser des questions sur l'avenir du matériau béton. Donc c'est un petit peu ce qu'on voulait discuter ce soir avec vous. Dans la table ronde que j'ai évoquée, qui est donc publiée à la fin du livre, les architectes se posent environ disons 4-5 questions sur des pistes possibles d'évolution du préfabriqué. La première, c'est changer la recette elle-même, le béton lui-même. Est-ce qu'on peut agir sur le ciment, la manière dont il est conçu? On va en discuter en particulier avec Karen Scrivener, qui est une spécialiste mondiale de cette question. La deuxième piste, c'est est-ce qu'on peut alléger finalement ces éléments? Est-ce qu'on peut couler moins de ciment, moins de béton, travailler avec la légèreté? On va en parler en particulier avec Andrea Bassi, qui est lui spécialiste évidemment de la mise en œuvre de ces éléments. On va parler ensuite de la question de l'économie circulaire. Est-ce qu'on peut faire rentrer les panneaux préfa dans une économie plus circulaire en recyclant les agrégats, en réemployant même les panneaux eux-mêmes? On va en parler avec Benoît Charrière, spécialiste de l'économie circulaire, et Célia Kupfer, spécialiste, elle, du réemploi. Et puis enfin, on va parler de comment est-ce qu'on peut innover, est-ce qu'on peut faire évoluer ces panneaux, est-ce qu'on peut faire passer finalement la préfabrication de nouveau
à d'autres éléments de construction, les planchers, etc. Et on va en parler en particulier avec Marlène Leroux, qui elle vous savez, récemment a innové à Genève avec un bâtiment construit en pierre massive, ce qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps par ici. Voilà, donc on a un panel tout à fait exceptionnel. On pourrait peut-être mettre en ligne maintenant Madame Karen Scrivener, qui est avec nous en direct de Londres. Bonsoir Karen Scrivener. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, excusez-moi de ne pas être là en passant. Non, mais c'est très bien, on vous a avec nous, c'est formidable. Merci beaucoup. Je commence avec vous alors, parce que... Hop là, j'ai loupé une feuille. Voilà. Je disais, vous êtes une des spécialistes mondiales de la question de comment est-ce que le béton en fait va se réinventer. Je pense que on m'a proposé d'animer cette table ronde parce qu'on avait fait un tracé à l'époque qui s'appelait Les Béton, avec un point d'interrogation, hein, je précise. On se posait la question de est-ce que le béton va évoluer? Et une des réponses qui était donnée à l'époque par Guillaume Habert, c'était on n'a pas le temps de réinventer des filières complètes de A à Z. Et on a vraiment intérêt à agir sur le matériau maintenant, le plus vite possible, en changeant, en faisant évoluer les filières qui sont déjà en place. Quand on parle du béton aujourd'hui, on a l'habitude de rappeler pour commencer que le béton est responsable d'environ 10% des émissions de CO2. Et puis en même temps, on le dit dans la table ronde qui est publiée dans le livre que j'ai évoqué, le béton, c'est aussi le matériau qui a la performance la plus intéressante au kilo. Donc c'est très difficile de se situer par rapport à ces deux extrêmes, n'est-ce pas? C'est un matériau qui émet beaucoup de CO2, mais en même temps, il a une performance qui est extraordinaire. Alors, comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir en tête, en termes peut-être de chiffres, pour pouvoir se situer par rapport à l'actualité du béton, ce qu'il représente en termes de pollution environnementale? Comment le comparer avec d'autres filières? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous aider à nous situer, pour commencer? Oui, je pense que l'erreur un peu fondamentale, c'est de penser que le béton est, de point de vue intrinsèque, un matériau de haute émission CO2. Si vous comparez au niveau des kilos, c'est un des plus bas. C'est à peu près 10 fois plus bas que l'acier, 10 fois plus bas que le terre cuit. Et c'est simplement de quantité on utilise en total. En total, les quantités de matériaux à base de ciment, c'est alentour de 30 billions de 30 gigatonnes de matériaux chaque année. Et c'est simplement pour ça, en total, ça contribue à peu près 8 à 10% aux émissions totales sur la planète. La deuxième chose importante, c'est de comprendre qu'on ne peut pas vraiment remplacer le béton dans une manière significative. Par exemple, si on voulait remplacer seulement 25% de béton avec du bois, il fallait planter un nouveau forêt 1,5 fois la taille d'Inde. Et en plus, même si on pouvait faire ça, il faut attendre une trentaine d'années pour ça peut dans le bois pour la construction. Comme ça, le bois, c'est un très bon matériau. Il faut vraiment utiliser comme c'est disponible, mais on peut pas vraiment utiliser pour remplacer le béton. Et c'est même pas évident que ça épargne le CO2. Comme ça, il faut améliorer le béton. Et c'est ça, on peut faire énormément de choses. Et il faut vraiment travailler à tous les niveaux. Je pense que les 4 questions que vous avez posées au début, c'est très bien choisi parce qu'il n'y a pas de solution miracle où on peut faire disparaître toutes les émissions CO2. C'est vraiment par une combinaison de travailler à chaque niveau, on peut arriver à les réductions vraiment significatives. Dans mon estimation, on peut réduire les émissions actuelles d'ordre de 70-80% des niveaux aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que vous avez une image qui illustre les chiffres que vous avez proposés. Est-ce que Anthony de la technique, voilà, merci beaucoup. Je vais simplement montrer la slide que vous avez apportée et que vous pourrez peut-être commenter. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces chiffres? Oui, je peux voir le slide parce que je sais pas. C'est la première slide qui s'appelle Concrete and Mortar are irreplaceable. OK.
C'est-à-dire, ça montre les quantités relatives de tous les matériaux utilisés. Vous voyez la dominance de béton. Et dans le coin en haut à droite, il y a le performance relative, c'est-à-dire la quantité de CO2 par kilo. Et là, vous voyez que tous les produits bases de béton, c'est dans le coin de gauche en bas. Ça va dire ils ont le moins de quantité de CO2 par kilo. Et même si on met ça dans un bâtiment, on voit qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de différence entre les matériaux. Comme ça, tous les matériaux, ils ont une contribution à faire. Je pense qu'aujourd'hui, on discute comment de faire les combinaisons des éléments en bois, les éléments en béton. Ça, c'est très intéressant. Mais il faut quand même travailler sur le recette de ciment et puis le béton. Et nous, on travaille sur les matières de substitution. On peut utiliser pour remplacer le partie de ciment qui est le plus émetteur de CO2 avec les autres matières. On travaille surtout sur les argiles calcinées qui sont très, très largement disponibles dans le monde, surtout dans les pays en développement où il y a le plus de besoins de construction. Malheureusement, ça semble il n'y a pas les matières très bien adaptées en Suisse, mais en Suisse, on travaille sur les autres solutions. Par exemple, d'utiliser une proportion comment on recycle le béton. Il y a les matières les fines particules qui peuvent être utilisées pour remplacer une partie de ciment, par exemple. Et comme ça, c'est pas cette multiplicité de solutions, on peut vraiment réduire l'empreinte environnementale du béton. Oui, c'est très intéressant. Il y a un chiffre en bas, simplement vous proposez, vous dites que pour remplacer 25% de matériaux cementitious, donc qui contiennent du ciment, avec du bois, il faudrait avoir une forêt qui fait 1,5 fois la taille de l'Inde. Alors ça paraît complètement euh, impossible à imaginer un tel ratio. C'est intéressant de le. Ouais. Donc, j'ai pas fait votre biographie complète. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes donc professeur ordinaire et directrice du laboratoire des matériaux de construction à l'EPFL, le LMC. C'est un laboratoire très important. Il a un siècle aujourd'hui, enfin, plus d'un siècle. Et donc vous travaillez sur la caractérisation de la microstructure des ciments et bétons. Hein. On est vraiment dans la chimie du matériau. Et surtout, vous développez depuis des ciments à teneur réduite en clinker. Hein. C'est ça un peu le cœur du problème. Qui s'appelle un ciment qui s'appelle LC3 pour low carbon, low cost, low capital. Donc c'est à la fois économique, un problème économique et un problème de carbone. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous avez évoqué hein, que c'est plutôt dans d'autres pays qu'on développe ceci parce que c'est une question de relation à l'argile. Concrètement, est-ce que importer un LC3 aujourd'hui, ça fait du sens en termes carbone? Je pense pas vraiment parce que la transportation a aussi ses conséquences de CO2. Et comme j'ai déjà dit, on a les alternatives en Suisse qui sont de assez bas niveau en carbone. Je pense que l'empreinte intrinsèque des ciments en Suisse, c'est un des plus bas. On a. Quand même, il y a les fabrications qui va commencer en France, pas très loin. Il y a une usine de Vicat qui va commencer de produire l'année prochaine dans les régions de Besançon. Comme ça, peut-être pour le nord de la Suisse, ça va être possible de faire l'importation. Mais j'ai toujours dit, il faut adapter la solution à l'environnement local parce que ciment c'est vraiment matière locale, c'est la transportation qui est vraiment chère et comme ça il faut travailler avec les matériaux qui sont disponibles localement et adapter les solutions à les conditions locales. Merci beaucoup. Il y a une deuxième slide qui est proposée. C'est à moi d'appuyer. Voilà. Et qui là nous permettent de dézoomer un petit peu sur la question. On est concentré sur la Suisse, sur Genève, mais vous proposez de parler du ciment et du béton voilà, en termes internationaux. Qu'est-ce que représente cette slide?
Oui, cette slide représente comment la consommation de ciment a changé dans les 50 dernières années et c'est vraiment hallucinant. Même en 1980, vous voyez la dominance des pays dans le Global North. Puis on a eu le croissance en Chine, mais maintenant la Chine c'est en train de diminuer et c'est les autres pays comme Inde et tous les pays d'Afrique qui va vraiment maintenant constituer le plupart de l'utilisation de ciment. Comme ça, si on veut avoir un impact, il faut travailler avec ces pays et pour donner un exemple, notre nouveau ciment, le LC3, on estime qu'avec ça, on peut avoir une réduction de CO2 chaque année aux alentours de 400 millions de tonnes chaque année. Et ça, c'est 10 fois plus des émissions de toute la Suisse. Tous les émissions de tous énergie, etc. Comme ça, vous voyez que il faut travailler avec une perspective globale parce que le CO2, ça reste pas dans les frontières. C'est le CO2 qui est produit partout dans le monde, qui a les conséquences pour nos glaciers ici en Suisse, etc. Merci beaucoup, ça nous aide beaucoup à placer déjà un peu le débat et où on va se situer pendant la discussion. Évidemment, vous restez en ligne. On va passer quelques slides pour présenter les autres personnes, mais ensuite, on vous remettra évidemment votre écran pour continuer la discussion. Donc, on revient vers vous. Merci beaucoup, Karen Scrivener. Merci. Andrea Bassi, je me tourne vers vous. Vous êtes l'un des architectes qui a peut-être travaillé avec le plus de précision cet élément préfabriqué Prelco, en l'occurrence. Donc, vous êtes architecte d'abord chez Bassi Carrella, puis BCMA. On pourrait citer comme réalisation exemplaire de cet usage du préfabriqué la banque Pictet qui est située directement en face de nous, qu'on connaît bien. C'était en 2006, ou le siège de l'UEFA à Nyon, c'était en 2010, avec des préfas cette fois-ci un peu courbes. Et puis, plus récemment, une opération au CIE à Plan-les-Ouates, c'était en 2021. Et puis, très très récemment, au Communaux d'Ambilly, le quartier Belterre, une des pièces, inaugurée en 2022 donc. Où là aussi, donc vous cherchez, vous poussez assez loin les possibilités offertes par le matériau. Vous avez aussi été enseignant au laboratoire LOR de l'EPFL jusqu'en 2014. Pendant 5 ans, pendant 4-5 ans, vous avez beaucoup travaillé avec les étudiants sur les possibilités offertes par le béton et le béton préfabriqué. Et dans un entretien avec Jacques Lucan, qui était ici hier soir, dans la revue Face en 2008, vous citez Auguste Perret qui disait « Mon béton est plus beau que la pierre ». À quoi il ressemble ce béton préfabriqué? Vous pouvez nous le décrire? Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses avantages, le béton préfa? Le béton, il est plus beau que la pierre parce que c'est de la pierre. En fait, pour être précis, vu que vous aimez bien le fait que je sois précis, 80% du béton, c'est de la pierre, 5% d'acier et une quinzaine de pourcents de ciment. Effectivement, je laisse le ciment à Karen Scrivener parce qu'elle a plus de compétences, l'acier aux ingénieurs et le reste, c'est un peu à nous. Hein, parce que c'est finalement une recette assez simple, le béton. Et en fait, le malheureux béton qui est coupable de beaucoup de choses, hein, est surtout pas gris, quoi. Il est beaucoup plus riche dans son expression que ce qu'on en pense, parce que déjà, aussi pour être précis, on confond le béton gris avec le béton structurel, ce qui porte, et maintenant on parle plutôt du béton que nous on voit tous, c'est celui des façades des bâtiments. Hein. Le béton architectonique, si on l'appelle comme ça. Hein. Je ne sais pas si c'est différent. Eh bien, voilà. Donc, on a eu la chance de construire aussi un peu plus que ces quelques bâtiments et beaucoup de logements. Et moi, je suis convaincu depuis longtemps qu'il faut être régionaux à n'importe quelle matière et matériaux qu'on utilise. Donc, au fond, ça fait une quinzaine d'années qu'on construit beaucoup de logements ici à Genève. Et puis, qu'on s'est tourné depuis ces 15 années à des recettes de béton relativement simple, le plus simple possible, disons,
pour ce qui nous concerne, avec composé à la base par des matériaux régionaux. C'est de l'Ain, disons entre le Jura et puis les Alpes, donc c'est quelques dizaines de kilomètres, c'est essentiel, donc il ne se dépasse pas de beaucoup. Et rien d'autre, pas d'oxyde, pas d'autres agrégats, enfin des autres matériaux qui relèvent la couleur d'une manière ou d'une autre, mais qu'avec ça et sur les traitements qu'on y fait. Ça, c'est deux exemples de béton de la région. Et on parle de matérialité dans le sens que c'est ce qu'on perçoit de ces 20 cm de béton ou 10 cm de béton. C'est ces derniers millimètres. Et puis, il y a plusieurs techniques relativement simples pour enlever la première couche fine, qui est souvent que du ciment, et puis pour révéler la pierre qu'il y a à l'arrière. Donc ça, c'est un peu le travail qu'on a essayé de faire d'un point de vue de la composition de la matière béton, et puis de l'image que l'huile dégage. Après, c'est évident que c'est grâce, c'est pas évident, mais tout ça est possible grâce à l'usage de la préfabrication. Parce que quand on est dans un contexte industriel, on peut être beaucoup plus précis dans le choix des matériaux, beaucoup plus précis dans les différentes couches, parce qu'on parle d'agrégats, on parle du sable d'1 millimètre jusqu'à les cailloux de 32 millimètres. Et donc là, on peut construire une courbe granulométrique beaucoup plus précise et puis arriver à ce type de résultats qui sont plus difficiles quand ils sont coulés sur place. Mais alors, on ne fait pas que des panneaux préfabriqués avec le béton. Non. On peut faire d'autres choses. Hein. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'on économise par rapport au béton coulé sur place? Oui, non, enfin, c'est relativement simple. Si on coule un mur sur place, c'est rare qu'aujourd'hui on aille au-dessous de 20, 22 cm dans un bâtiment, disons, domestique. Hein, parce que le coulé entre deux coffrages, l'armature amène à ce type d'épaisseur-là. Et par-dessus, on rajoute de l'isolation, si on veut faire ce type de procédé-là. Si maintenant on travaille avec des éléments préfabriqués en béton, la loi, les performances qu'on arrive à voir à l'intérieur de la production dans une usine, vous arrivez à faire des murs plutôt que de 20, 22, 14 cm, et puis la couche extérieure de finition reste en béton de 8, donc 14 plus 8, on arrive à 22, on arrive pratiquement avec la même quantité de béton à faire un élément complètement terminé. On met l'isolation entre les deux, dans l'autre cas, on le met à l'extérieur. Donc oui, c'est intéressant, on parle de façade, mais ces procédés industriels, ils sont très intéressants aussi pour toute la partie structurelle. On a terminé l'année passée un bâtiment, un HES au Tessin pour la faculté d'architecture et ingénierie, où le bâtiment est à 100% préfabriqué. On a une réduction massive de la quantité de matière qu'on met en place pour l'ensemble du bâtiment. On a perdu un peu la pratique parce que c'est des solutions à faire des dalles nervurées plus complexes, pas plus complexes, mais moins pratiques pour du logement, et on en a perdu un peu la nervurée ou pas, des prédales, on en a perdu un peu la pratique. Mais il est bien probable qu'on retourne à ce type de système, qui soit mixte, parce qu'ils peuvent être mixtes avec le bois, ou pas, parce que en fait, une des enjeux, c'est bien celui de réduire la matière qu'on met en place. C'est très intéressant. On va peut-être en reparler un peu plus tard avec vous dans la table ronde. Peut-être qu'il faut passer à la préfabrication, pas seulement de la façade. Mais pour revenir sur la façade, on se dit, mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut vraiment porter des éléments aussi lourds, aussi massifs? On les voit, ils sont exposés dehors. C'est quand même un poids considérable aussi. Est-ce que, et alors qu'on voit beaucoup de bâtiments qui sont faits maintenant avec des matériaux plus légers en façade, et là, il y a une réponse qui est de type culturel. On va en reparler aussi avec Marlène, que la ville européenne, comme tu le dis dans la table ronde, et en particulier Genève, elle doit être minérale. Hier soir, on a une table ronde formidable parce que Tamaro Brunniman est venu avec des images et il a montré un pont en bois de Andrea Palladio, et puis des bâtiments en colombage. Et il a dit la ville, en fait, ça pourrait très bien être faite avec d'autres matériaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas déconstruire un peu le dogme de la ville minérale genevoise? Bon, la ville minérale genevoise, c'est la ville minérale européenne. À partir de Romain, c'est pratiquement allé partout.
Mais en fait, c'est de nouveau un peu une caricature, non? Parce que le pauvre béton est coupable de beaucoup de choses et le bois, le pauvre, lui, il déforeste, hein, mais il est coupable de rien. Parce que faire du bois, c'est déforester. Non, mais je reviens. La matière de ce béton dont on parle, elle vient de quelques dizaines de kilomètres de distance. Le ciment aussi, hein. Ciment Portland, historiquement, les origines elles sont canton Jura aussi. Hein. Donc on a des cimenteries. D'ailleurs, moi, ce qu'on essaie de faire, c'est de préconiser aussi de choix, pas de ciment décarboné qui arrive depuis le bout de l'Europe, amené par bateau on ne sait pas où. Ils sont faits ici à côté, quoi. Et on peut demander des ciments aussi avec un plus basse teneur de clinker. C'est des produits qui existent. Donc, ce gros élément de béton, l'agrégat, il vient de quelques dizaines de kilomètres. Il est assemblé à 5 km à 10 km du chantier. Si vous regardez après tout ce qui signifie comme transport, c'est irrisoire. Donc, il est lourd, mais il est grand déjà. Hein. Il a l'intérêt que vous faites des grands éléments et que vous avez de nouveau, vous réduisez les moments de transport. Le bois européen indigène, c'est un bois qui vient de l'entièreté des Alpes, quoi, de grands pays de l'Est jusqu'à plus loin. Si on le pose massif, encore, et encore, le bois actuellement, selon Thomas Buchy, c'est pas Taramo Broniman, c'est un charpentier très impliqué dans la défense du bois. Il y a environ 60% de la consommation. Actuellement, on consomme 60% du bois indigène par année. Donc, en fait, la marge pour construire les villes, et le 60%, c'est probablement pour des menuiseries, des fenêtres, du mobilier et du parquet. Probablement, la proportion de charpente elle est minime. Donc, oui, avec le 40% restant de bois indigène, on fera quelques bâtiments, pas la ville. Alors, de nouveau, si on compare les choses vraiment entre elles, il faut être conscient que pourquoi pas faire un bois. Rien contre, hein, mais il ne faut pas croire qu'on pourra le faire avec des produits régionaux. Merci beaucoup. Donc c'est une réponse à la question sur la plutôt culturelle. On revient sur une question de régionalité du matériau et donc aussi de circularité, parce qu'on va vraiment réfléchir de manière locale. C'est une excellente manière de passer à vous, Benoît Charrière, parce que vous êtes géographe, donc vous travaillez vraiment sur les questions territoriales. Et puis en 2008, vous confondez Sofies. Donc, vous êtes spécialisé dans l'implémentation avec Sofies de solutions durables au sein d'entreprises privées et publiques, notamment en cherchant des solutions qui sont basées sur une économie qui serait plus circulaire. Et puis, récemment, vous avez rejoint DSS+, et en même temps, vous participez à la création de la Fabrique circulaire en 2021. Vous pourriez nous dire ce que c'est la Fabrique circulaire. Et vous êtes responsable des plateformes d'échange de Régio Suisse, la plateforme du développement régional mise en place par la Confédération. Donc, hier, on a évoqué avec Francesco Della Casa Søren Erkman, avec qui vous avez travaillé, je crois. Francesco rappelait que déjà en 2006, on parlait d'écologie industrielle, on parlait de circularité. On parle beaucoup d'économie circulaire, peut-être plus qu'on le fait vraiment, je ne sais pas. On pourrait en parler. Pour vous, passer à l'écologie industrielle, disons à l'économie circulaire implémentée dans l'écologie industrielle, ça veut dire quoi concrètement et comment est-ce qu'on s'y prend? Déjà bonjour, merci de me donner l'occasion de participer à cette table ronde. Moi, je me sens privilégié d'une part parce que je vous apporte un tout petit peu de soleil, et j'aimerais, pour répondre à votre question, j'aimerais poser une autre peut-être au public en regardant cette image, indépendamment qu'on a envie d'enlever nos vestes, nos écharpes. Quelle est d'après vous justement la ressource primaire qui apparaît d'emblée en regardant cette image? On voit de l'eau. J'entends régulièrement l'énergie aussi en lien avec le jet d'eau. Vous avez tous entendu parler du système à la Génilac. On va puiser l'énergie, le froid et le chaud dans l'eau. Puis en fait, la deuxième réponse souvent que j'entends, c'est les montagnes au fond. Donc c'est les gravières, les carrières du Salève. Et en fait, la ressource naturelle qu'on voit effectivement le plus, c'est la ville. C'est le bâtiment. Et donc c'est la ville minérale dont on parlait tout à l'heure. Et puis donc du coup, la réponse pour moi,
elle est pas linéaire. L'économie circulaire, c'est d'essayer de trouver où sont les bonnes pratiques pour essayer de les reproduire, et puis essayer de fermer les boucles le plus régional possible, sans que ça soit un dogme. Et dans ce qu'on vient d'entendre, je pense que c'est assez aligné avec ça. Et donc, apporter à la réflexion du matériau au sens strict, qui est déjà bien couvert et dont on a aujourd'hui un panel de spécialistes, c'est d'apporter la dimension un tout petit peu plus large, de dire mais comment est-ce qu'on peut adopter de l'économie circulaire dans le bâti. Et donc ici, peut-être un mot ou un terme que je vous propose de garder en tête, c'est la notion de mine urbaine. Aujourd'hui, à l'échelle planétaire, on a plus de ressources naturelles dans l'économie que sur la Terre, que sur la croûte terrestre. Si on prend l'ensemble des éléments chimiques du tableau, on a plus de ressources qui sont déjà utilisées qu'elles sont encore disponibles en parlant de l'accessibilité économique, etc. aujourd'hui. Et les graves naturels en font partie. Donc, la discussion du matériau fait tout son sens, d'autant plus quand on regarde quelle est sa disponibilité locale. Et donc là, la question qui se pose, c'est comment accéder à cette mine dès la conception des matériaux. Et là, la question de la préfabrication prend tout son sens. Et je pense qu'elle est même arrivée avant qu'on se pose la question de comment on peut déconstruire. Aujourd'hui, ça devient un enjeu prioritaire. Et je pense que c'est une chance d'avoir justement cette compétence, cette technicité de la construction en préfabrication pour poser cette question de mais comment est-ce qu'on peut construire en pensant à la déconstruction? Alors vous êtes spécialiste de différents secteurs industriels, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on vous a invité. Notamment, vous savez que Prelco fait du béton haute couture, hein, comme on a dit, donc du béton de luxe. Vous êtes intéressé à un produit de luxe, c'est la montre, c'est également genevois. Vous m'avez parlé de la montre circulaire. Alors on ne parle pas du cadran circulaire, mais de la montre qui serait produite de manière circulaire. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est la montre circulaire et pourquoi est-ce qu'on pourrait apprendre de cette filière-là pour la filière qui nous intéresse ce soir, celle de la construction? Oui, alors, c'est une très bonne question. Moi, je pense que la solution, elle est transversale. C'est pour ça que de parler avec plusieurs acteurs industriels de secteurs différents, c'est toujours très instructif. Ça, c'est la première réponse. Je pense qu'on peut vraiment apprendre des autres secteurs. Et ça, c'est la base ou l'ADN, alors peut-être du géographe, d'être spécialiste en rien, mais de comprendre un tout petit peu tout. Elle dit autrement d'être capable de traduire les retours qu'on peut voir d'un secteur à l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on a eu l'occasion, justement, avec Pierre-Alain, de participer à cette initiative de la fabrique circulaire, qui n'est rien d'autre que de dire que les PME, dont l'industrie de l'horlogère est fortement constituée, en plus des noms de grandes marques qu'on connaît, vous avez tous les producteurs locaux de pièces qui vont être ensuite assemblés par les grandes marques. Et donc de dire qu'aujourd'hui, si on veut atteindre les objectifs climatiques, notamment de net zéro en 2050, entre autres avec l'industrie de la construction, derrière, vous avez les PME. Prelco en fait partie. Mais vous avez les PME de 10, 15, 50 employés. Vous en avez 26 000 dans le canton de Jemelle. 26 000. Avec la fabrique circulaire, on a la prétention d'avoir aidé à la transformation de 15 d'entre elles. Donc vous voyez un peu où on se situe en termes de prétention, mais toutefois c'est un début. Dans ces 15, on avait une entreprise de l'horlogerie et qui a la volonté de se démarquer justement avec une haute authenticité circulaire. Et donc notamment d'utiliser de la production de métal locale en utilisant des techniques, notamment à travers des fours solaires pour produire le matériel de base localement. Et donc cet esprit-là, il est inculqué par une start-up qui veut se démarquer et qui montre que c'est possible à son échelle et qui maintenant aimerait se déployer. Donc cette start-up qui est ID Watch, qui est basée à Genève, son expérience a été utile, par exemple, pour des entreprises comme Kugler Bimetal, qui sont dans un autre secteur et qui réfléchissent à recycler et à fermer des boucles localement. Et donc d'avoir dans la même salle un ID Watch avec des start-upers, d'avoir un Kugler Bimetal, mais également à côté quelqu'un qui fait des prothèses orthopédiques, qui sont 3 PME genevoises, qui réfléchissent à comment devenir plus circulaire. Et je pense que ça, c'est en tout cas un enseignement qu'on a pu tirer, c'est ce partage d'expérience, et je pense que c'est aussi valable dans le métier de la construction, comment les ingénieurs peuvent traduire les intentions des architectes et ensuite être suivis par les maîtres d'ouvrage qui inscrivent ça dans les critères d'adjudication, notamment des grands travaux. Et donc, c'est vraiment de la traduction, un alignement qui est, à mon avis, un des facteurs clés de succès si on veut atteindre les ambitions qui viennent d'être présentées.
Merci beaucoup. Donc là, on parle vraiment de l'économie circulaire comme un problème global et d'échange d'informations et de connaissances. Maintenant, on va essayer de zoomer pour répondre à votre question avec Célia Culfer, qui elle est spécialiste de l'économie circulaire, mais alors dans le béton et en particulier le béton préfabriqué. Célia Culfer, vous êtes assistante doctorante au laboratoire SXL à l'EPFL, dont on a beaucoup parlé parce que récemment vous avez, avec votre équipe, réalisé une passerelle en béton de réemploi, qui ressemble beaucoup d'ailleurs, les éléments ressemblent beaucoup à du préfab béton, d'ailleurs, c'est intéressant. Et puis, sous la conduite de Corentin Vivet, vous avez dirigé, qui dirige donc le laboratoire, vous travaillez sur une thèse qui porte sur les stratégies de réemploi. Et puis, vous avez mené une étude avec l'Office fédéral de l'environnement, l'OFEN, sur la déconstruction sélective et la construction réversible. Et ça, ce travail-là, c'était un recueil pour diminuer les déchets, c'est surtout une question de déchets qui vous préoccupe, et favoriser le réemploi dans la construction. Dans cette contribution, il y a 32 cas d'études qui sont observés, dont un immeuble situé à Lancy, dont les dalles sciées ont été réutilisées comme dallage de nouveaux locaux d'exploitation à Meyrin. Voilà l'image que vous nous proposez. Et puis, alors voilà, vous êtes vraiment spécialiste de la question de la démolition et puis de l'histoire du réemploi et du réemploi du béton. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire ? Oui, volontiers. Bonsoir, merci encore pour l'invitation. Je suis architecte et chercheuse en construction. Et dans mon travail, en fait, je m'intéresse vraiment à comment est-ce qu'il est possible de valoriser le béton qui provient des chantiers de démolition. Donc en Suisse, ça représente 6,5 millions de tonnes par année, ce béton. Donc c'est vraiment une masse très très conséquente de béton qui aujourd'hui est broyé en agrégat. Et donc dans mon travail de recherche, je m'intéresse vraiment à est-ce qu'il est possible de valoriser autrement ce béton. Et en fait, la réutilisation du béton sous forme d'éléments, c'est une autre manière de faire que de le recycler. Donc on va venir vraiment récupérer des pièces complètes des bâtiments qui sont démontés. Donc vraiment récupérer des éléments de dalles, de murs, pour les réassembler directement dans des nouveaux bâtiments. Et la question, en fait, c'était de savoir quel était l'état de la connaissance, quel était l'état de la pratique par rapport à cette idée de réemploi. Et petit à petit, je suis allée chercher les exemples qui existaient en fait en Europe de réemploi du béton. Et en fait, c'est une histoire méconnue, c'est une histoire cachée, fragmentée. Et dans ce travail, on a collecté plus de 50 bâtiments dont la structure a été réalisée avec du béton de réemploi. Donc ces bâtiments, ils ont été réalisés sans couler, presque sans couler de béton. Il en faut toujours un tout petit peu pour certaines connexions, et surtout en évitant de envoyer ce béton-là dans des filières de fin de vie. Et pour revenir à la thématique d'aujourd'hui par rapport à la préfabrication, en fait, ce qui est intéressant, puis on le voit sur la frise chronologique du haut, dans la plupart de ces cas-là, c'est vraiment du béton préfabriqué, originalement préfabriqué, qui a été réutilisé. Donc en fait, c'est vraiment l'existence ou la préexistence des joints entre les pièces qui permet de facilement démonter ces éléments et de les réassembler. Bien sûr, il y a forcément des dommages qui sont créés au niveau des connexions, mais souvent l'hydrodémolition, donc l'utilisation de jets d'eau à haute pression, permet d'enlever le mortier ou le ciment qui a été utilisé entre les pièces. Et il existe plusieurs méthodes pour réassembler ces éléments-là. Et puis, on l'a dit un petit peu, aujourd'hui, en Suisse, c'est quand même le béton coulé sur place qui est prédominant. Donc, dans les déchets, c'est également le béton coulé sur place qui est prédominant. Mais en fait, tout le savoir qui a été développé pour le réemploi du béton préfabriqué peut aujourd'hui être utilisé pour développer des techniques de réutilisation du béton coulé sur place. Donc sur les images, vous voyez des exemples qui datent d'abord de la fin des années 60, puis de la fin des années 80, où à chaque fois on va venir récupérer des murs, des dalles pour construire des bâtiments, pour reconstruire des bâtiments de logements qui vont jusqu'à environ 7 étages.
Et puis sur la droite, des exemples de réutilisation de pièces, de pièces sciées dans des structures en béton coulé sur place. En haut à droite, c'est la passerelle que Marc Frochot introduisait. Et en bas, c'est un bâtiment en Suisse allemande pour des fondations. Puis pour encore tisser un lien peut-être plus fort avec cette soirée, en fait, je pense que c'est très intéressant de montrer en fait de quelle manière le transfert de connaissances est intéressant pour valoriser ces déchets-là, parce que toutes les techniques et le savoir-faire développé pour la préfabrication du béton est primordial. On doit savoir pour le réemploi, parce qu'on doit savoir comment lever, comment démonter, comment lever, comment stocker, comment réassembler, comment légèrement réparer. Et c'est vraiment extrêmement précieux d'avoir toutes ces connaissances qui ont été développées pour la préfabrication du béton, comment on les réapplique sur le réemploi, parce que ces deux approches en fait vont travailler avec des pièces grandes, lourdes et en béton. Donc c'est vraiment, je pense, un bon moment pour parler des connexions entre ces pratiques. Une question que je réservais pour la suite, mais peut-être qu'on peut la poser maintenant. Est-ce que dans l'état actuel, est-ce qu'on pourrait réemployer, je ne sais pas, la banque Pictet par exemple, d'ici peut-être dans 10-20 ans, je ne sais pas. Est-ce que c'est imaginable? Bon, d'abord, j'aimerais bien qu'elle reste en place, cette banque. Hein. Idéalement, on la garderait en place. Et s'il fallait la transformer, j'espérerais qu'on en garde un maximum de la structure. Mais dans l'éventualité où il faudrait démonter une proportion de ces préfabriqués, en fait, je peux pas vous donner une réponse exacte. Mais l'histoire a montré qu'il y avait vraiment ce type d'éléments, donc avec un morceau de mur porteur, un morceau d'isolation et encore un parement de façade en préfabriqué. Ces éléments, ils ont déjà été réutilisés, donc il faudrait quand même faire des tests sur la facilité à démonter ces joints, mais pourquoi pas, exactement. On va peut-être reposer la question tout à l'heure avec Andrea Bassi, parce que lui, il connaît bien les connexions. Merci beaucoup, Célia. Est-ce qu'on passait la parole maintenant à Marlène Leroux, qui est, elle, alors architecte également, au sein du bureau Archiplein à Genève, mais aussi docteur EPFL, coordinatrice du MAS en urbanisme Unigé EPFL. Marlène, vous avez réalisé au sein du consortium Archiplein-Pérodin le premier immeuble en pierre massive, je l'ai dit avant, en pierre massive structurelle de Suisse, à Plan-les-Ouates. Une réalisation assez exceptionnelle qui a soulevé des questions très actuelles sur le processus de mise en œuvre et la relation aux ressources employées dans la construction en Suisse romande. On pourra faire un parallèle direct en fait entre la pierre massive et le préfabriqué dans la manière dont cela est mis en œuvre, n'est-ce pas? Je vais montrer l'image que vous avez apportée. Voilà, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est donc une photographie prise par Léo Fabrizio, le photographe de l'exposition? On pourrait se poser la question, est-ce que c'est un préfabriqué qu'on voit ou de la pierre? Est-ce que les gestes de pose, les techniques, est-ce qu'on devrait les comparer entre les deux techniques? Tout à fait. Donc, merci d'être là si nombreux, merci de m'avoir invité. Alors, avant de répondre directement à votre question, dans un premier temps, je pense qu'il est important de repositionner la question de la construction en pierre dans un contexte actuel. Parce qu'en fait, on a tous en tête des vieilles maisons en pierre des champs, on a tous en tête des histoires de construction de cathédrales, du temps des cathédrales, on a tous lu les Pierres sauvages de Fernand Pouillon, avec ces histoires de tailleurs de pierre aveuglés et cuits par le soleil. Mais en réalité, la filière de la pierre, c'est une industrie à la pointe de la technologie du numérique, elle est organisée, elle est précise, c'est une filière qui est sachante. Bref, c'est un peu la sœur jumelle de Prelco. Dans la table ronde, qui était vraiment super intéressante au demeurant, il y a Pierre-Alain Lhôte, il évoque exactement les mêmes problématiques qu'un Carrier, c'est-à-dire qu'il parle de dimension, il parle de levage, il parle de manipulation, il parle de stockage, il parle d'anticipation, il parle en permanence de tempo. C'est quelque chose qui est exactement en lien avec la construction en pierre massive. Puis aussi, finalement, il souligne la nécessaire collaboration entre la personne qui maîtrise la matière et l'architecte, et ce, en amont de la conception.
C'est-à-dire que si on veut construire en pierre, elle n'arrive pas au moment où on a déjà tout décidé. La pierre, elle est vraiment au début de l'ensemble de toute la conception. Et donc finalement, quand on vous lit, c'est à peu près la même chose. Si on veut réussir quelque chose en béton préfabriqué, il faut que ce soit dès le début de la conception. Donc dans une certaine mesure, oui, on peut tout à fait faire des comparaisons. Donc finalement, ce qui est aussi important de voir, et c'est ce qu'on voit dans cette photo, c'est que la construction en pierre massive, c'est aussi un processus de préfabrication. Chaque bloc est dessiné, chaque détail est anticipé, tout est déjà prévu à l'avance, et finalement, dans la carrière, la pierre est taillée, ensuite la pierre est acheminée, et la pierre est juste posée. Donc il n'y a pas d'autre manipulation sur la pierre, tout a déjà été préparé au niveau des carrières. Il faut enlever cette image d'un bout de bloc qui débarque et puis avec quelqu'un avec un burin qui va... Non, c'est fini. Tout est déjà prévu, tout est fait avec des machines numériques. Mais finalement, il y a quand même deux grandes différences majeures entre la pierre, donc en pierre structurelle, donc qui est évidemment préfabriquée puisque prédécoupée, et le béton. C'est qu'en fait, donc par rapport principalement à ce que j'ai lu par rapport à Prelco, c'est que dans notre bâtiment, c'est la pierre massive, elle est structurelle, c'est pas la pierre massive de façade, c'est l'ensemble du bâtiment qui est porté par de la pierre. Dans les deux bâtiments qu'on a fait récemment à Genève, il n'y a aucun élément porteur vertical en béton. Je dis pas qu'il n'y a pas du tout de béton, mais en tout cas, toute la structure est en pierre. Et la différence, c'est qu'en fait, un élément, la pierre, répond à plusieurs fonctions. Elle est à la fois la structure, elle est à la fois la façade, et puis quelque part, elle est à la fois la sensation, le plaisir, le regard, le toucher. Elle répond à une seule et même matière, répond à énormément de choses, de fonctions. Et la deuxième grande différence, je pense, avec le matériau du béton préfabriqué, c'est qu'il n'y a aucune incorporation dans la pierre que nous utilisons. Elle est juste posée les unes sur les autres. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette photo. Il n'y a pas de métal, il n'y a pas de béton coulé. Donc, quand tout à l'heure vous parliez de Genève est une mine de matériaux prêts à être réemployés, dans le cas de figure de la pierre qu'on a utilisée, évidemment, j'aurais pas dit mine, moi j'aurais dit c'est une carrière, évidemment. Et en fait, il faut se dire que pour détacher les pierres, il suffirait juste de à nouveau les lever et à nouveau les reprendre, peut-être les retailler si tout à coup on veut faire autre chose, mais il n'y aurait aucune manipulation, il n'y a pas des couches à enlever. Elle est juste là, rien n'a été collé à la pierre. Voilà. Donc c'est pour moi les deux différences fondamentales. Voilà. Donc c'est durable. Merci. C'est durable, c'est régional, c'est réemployable, c'est un matériau idéal, la pierre. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire faire décoller cette filière? Est-ce qu'il y a quand même des concurrences entre les filières? Est-ce que le préfab béton et la pierre, elles sont en concurrence, c'est ça? Non, je serais bien prétentieuse de parler de concurrence avec Prelco, évidemment que non. Alors, si on s'intéresse à cette question non, il n'y a pas de concurrence. Je pense que ce qui nous met un peu ce qui nous poserait problème, donc construction béton préfabriqué ou la pierre, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, Andrea. Je pense que c'est un peu ces dogmes idiots, je pense, de penser qu'on peut avoir une solution simple à une question complexe. Donc tout ce qui peut être poser des problèmes, c'est de se dire tiens, on va sauver le monde avec du bois, on va sauver le monde avec de la paille. Enfin, on va sauver le monde avec une seule et même chose. Donc ça, c'est une concurrence non pas l'une avec l'autre, mais en gros le bon sens avec ce que, à mon avis, n'est pas de bon sens. Ça, c'est une première des choses. Et puis si vraiment je veux me faire virer avant d'avoir la chance de boire un coup, je pense qu'il y a une autre chose qui pourrait peut-être potentiellement faire une concurrence, c'est dans l'idée que tout à coup, par exemple, l'énergie devienne affreusement chère et que donc tout à coup, les fours, tout ce qui est la mise en chauffe, ce qui n'est absolument pas présent dans la pierre, deviennent impossibles. Ça, ce serait une des choses où je me dis, peut-être que là, la pierre, elle redeviendrait un peu plus évidente quand tout à coup, la facture, entre guillemets, d'électricité deviendra aberrante. Après, je me dis, mais quand elle deviendra aberrante, on aura peut-être bien d'autres problèmes que juste ces questions qu'on se pose ce soir. Et après, le troisième grande différence qui pourrait mettre une sorte de concurrence, c'est en permanence, on a des problèmes d'acheminement, on a des problèmes de pénurie. On en a eu pendant Covid. On travaille aussi avec des gens qui font du préfabriqué bois. Tout à coup, il y avait des dizaines et des dizaines de morceaux de façade qui attendaient parce qu'il manquait
un petit quelque chose pour finaliser ce préfabriqué. Et tout à coup, l'avantage, entre guillemets, de la pierre par rapport au préfabriqué, tout en clé en main, façade extérieure, façade intérieure, c'est que la pierre, elle a pas de pénurie. Enfin, je veux dire, une fois qu'elle est découpée, elle est apportée, elle est posée. Et donc, tout à coup, cette espèce de low-tech et de simplicité dans l'usage de la pierre, là, peut-être qu'il pourrait y avoir un avantage. Mais on est à des années-lumière de tout ça. Puis après, je me dis, quand on en sera là, de toute façon, vous aurez de toute façon investi dans la filière de la pierre et il n'y aura plus aucun problème. Donc bon, je ne pense pas qu'on puisse parler de concurrence, c'est ça que je veux dire. Très bien. Oui, tu veux répondre, Andrea? Ah, je trouve super intéressant. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait pendant des milliers d'années? On a démonté quelquefois cette ville. Et on a réemployé les pierres. On peut s'imaginer, patrimoine, on ne le touche pas. Hein, mais si on pouvait les toucher, ces vieux bâtiments, on peut les réduire à un caillou pour du béton, mais on peut aussi récupérer les pierres pour faire de nouveaux bâtiments. Hein, ce qu'on a fait pendant tout le Moyen-Âge. Mais non, moi, de nouveau, ce qui est vraiment intéressant. Donc moi, j'ai eu la chance d'inviter, quand j'étais prof, je crois que c'était entre 2008 et 2010, Søren Erkman, pour parler du livre qu'il avait écrit, de l'écologie industrielle. Donc là où clairement il a parlé que finalement les carrières ne sont pas autour de nous, c'est exactement la photo, et c'est juste là, quoi, autour de nous. Et c'est là où j'ai compris la notion de régional. Et j'avais envie de dire que, quand vous parliez maintenant d'économie circulaire, c'est exactement à ce moment ce qui se passe. On a utilisé un projet, cet ensemble au Comune d'Amby qu'on vient de terminer avec notre architecte, comme un exemple. Aujourd'hui, on n'est déjà plus là. Donc, c'est question d'utiliser de la matière régionale, ce qu'on fait depuis au moins une dizaine d'années. En fait, aujourd'hui, nous, à la table, on parle de béton recyclé. Et ce béton recyclé, il est à 30 à 70% avec de la matière recyclée. Ces 30 à 70%, en fait, il vient de... il faut travailler avec eux, parce qu'il n'y a pas que Prelco qui préfabrique. Mais à quelques centaines de mètres, il y a un lieu dans lequel... parce que Genève était assez rapidement impliquée là-dedans. En fait, on concasse et on stocke des bétons concassés à recycler. Donc, en fait, aujourd'hui, on décrit déjà, et eux, ils l'ont déjà dans leur gamme potentielle depuis quelques temps, des bétons à 50%, pour faire simple, à recycler. Donc, on est déjà loin. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a toujours cet effet d'annonce. La nouveauté, la chose unique, jamais faite, qu'il faut faire. Mais en fait, le quotidien, on fait déjà beaucoup, sans faire hâte, sans crier. Mais on est déjà en train d'avancer en permanence. Et ça, c'est vrai, c'est la chance, en tout cas, que peut-être pas tout le monde a, mais ici, on l'a et on doit l'exploiter. Et c'est essentiel, et comme pour dire, mais pourquoi pas demain, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, plutôt que scier, démonter, oui, piqueter, c'est que d'habillage. Le reste, c'est du collé sur place, mais c'est des éléments d'habillage. En fait, l'histoire, c'était qu'on a gagné ce concours en disant on fait de la pierre artificielle. Les banquiers, ils ont dit pierre artificielle, c'est quoi? On m'a dit il ne faut pas dire béton parce que sinon ils ne vont pas vouloir le faire. Mais c'est de la pierre. On aurait bien aimé de la serpentinite des Alpes, qui est un peu plus au-delà, côté Italie, puis c'est devenu de la serpentinite des Pyrénées parce qu'elle n'était pas assez résistante. Donc ils ont dit non mais alors on veut une pierre entière. Je dis non mais moi je ne veux pas une pierre en carrelage. Vous mettez en façade un carrelage de 30-60. Ça va faire pas comme banque, c'est un carrelage en façade. Donc une pierre, une seule pièce de 8,50 m de long. Mais on va la trouver. Ils l'ont trouvée, hein, mais en Chine. Puis ils ont compris qu'ils avaient intérêt de faire du béton recyclé avec de la pierre de qualité, cette serpentinite des Alpes qui est une des pierres identitaires des Alpes, pour faire leur façade d'un seul élément. Alors oui, aujourd'hui, vous pouvez très facilement, à très peu d'efforts, démonter chacun de ces éléments et refaire un bâtiment demain. Par contre, si on suit votre conseil qui est bon, pourquoi pas? Pour moi, c'est tous des challenges possibles. On dit, le prochain bâtiment, je garde les pièces telles quelles, et je vais voir qu'est-ce qu'on arrive à faire en récupérant ces éléments tels qu'ils sont. Je pense que c'est possible, et puis en fait, ça a l'air des choses incroyables, mais on peut les faire. Il n'y a rien de spectaculaire, en fait.
On peut le faire. J'aimerais juste qu'on remette la caméra avec Karen Scrivener, qui est toujours en ligne. Voilà. Rebonjour Karen, on est de retour avec vous. Désolé, voilà, on vous retrouve. Et on va peut-être remettre le son, si c'est possible. Et comme ça, on va pouvoir commencer donc la discussion. Évidemment, vous n'hésitez pas à intervenir, vous me faites un petit signe, on vous apportera un micro. Pour revenir avec vous, Karen, je crois qu'en 2018, c'est Alia Bengana, notre chroniqueuse chez Tracé, qui m'a rappelé que vous avez fait en 2018 avec Guillaume Habert un rapport très intéressant entre EPFL et EPFZ qui parlait des différentes pistes qu'il faut proposer à l'industrie du ciment et du béton en particulier pour faire une évolution. Il y a 3 scénarios. Je ne vais pas résumer l'étude, elle est assez longue, mais il y a 3 scénarios et vous privilégiez plutôt le 3e qui propose de faire collaborer tous les acteurs de la filière et pas seulement mettre la responsabilité sur les producteurs de ciment. C'est intéressant, mais concrètement, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce scénario et comment est-ce qu'on arrive à engager une filière entière dans un changement ? Comment est-ce qu'on génère finalement l'envie ou la possibilité de faire collaborer est-ce que ce sont les architectes, les ingénieurs, les maîtres d'ouvrage qui doivent commencer, les cimentiers ou une entreprise comme Prelco? Oui, ça c'est une très bonne question et honnêtement, je ne connais pas la réponse aujourd'hui, mais ça retourne à cette chose que beaucoup de gens ont dit. Il n'y a pas de solution miracle, il y a juste les solutions partielles. Il faut mettre ensemble, il faut utiliser toutes ces choses. Et ça, c'est peut-être notre défi de l'avenir, de faire marcher ensemble les différents acteurs dans cette processus de construction. Honnêtement, j'ai pas de réponse, mais il faut engager dans ce débat pour trouver les moyens. Je pense l'informatique peut amener un parti de réponse en facilitant la comparaison des solutions différentes, en intégrant l'aspect de réduction CO2 à chaque niveau de processus. Ça, c'était peut-être une chose. Et quand même, pour ça, on est en train d'étudier à EPFL la possibilité de vraiment agrandir notre campus à Fribourg et de faire là-bas qu'est-ce que j'appelle un centre de construction durable à l'échelle mondiale. Pour avoir la possibilité de mettre ces différentes disciplines ensemble, étudier comment on peut trouver les synergies entre les différents niveaux de travail. Et je pense que ça, c'est vraiment un enjeu très intéressant. C'est un projet sur lequel je vais travailler pour les 5 prochaines années. Et j'espère que peut-être que là, je peux vous donner un peu plus de réponses qu'aujourd'hui. On va rester, alors on va vous consulter au moment où l'annonce officielle sera faite. On a hâte d'en savoir plus, évidemment. Pour continuer un petit peu cette discussion sur le réemploi, très concrètement, techniquement, est-ce qu'on peut aujourd'hui réemployer? Alors je disais l'exemple de la banque Pictet, voilà, c'était un exemple théorique évidemment. Hein. Le but c'est pas d'aller démolir ce qui existe, on est bien d'accord. Le réemploi c'est une solution pour l'avenir peut-être, pour 2050. Est-ce que ces éléments sont conçus de manière à pouvoir être démontés, réemployés? Est-ce qu'il faudrait changer la manière dont on les conçoit pour les rendre plus facile à... Je pense que c'est une question pour vous, Célia, et pour Andrea. Est-ce qu'on devrait opérer un peu un changement dans la manière dont ils sont conçus aujourd'hui? D'abord, Célia. Oui, très bien. Parce qu'ils contiennent de l'acier, ils contiennent des substances. Enfin, c'est assez complexe, hein, finalement, ces panneaux. C'est pas 3 couches seulement. Voilà. Ce qui est intéressant, vous l'avez dit, oui, il n'y a rien de spectaculaire. En attendant, on ne le fait pas. C'est ça. Mais en attendant, dans ceux qui ont pris les risques pour tenter l'expérience, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des systèmes constructifs
préfabriqués. On connaît le WBS 70, le P2 allemand, etc. Ce sont des grandes familles de préfabriqués allemands. Et en fait, c'était des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour être démontés. C'est des systèmes qui n'avaient pas pour but premier que d'être démontés, remontés. Et on a quand même réussi. Enfin, ils ont quand même réussi. Donc la réponse est en fait, le réemploi, c'est pas forcément lié à la technologie, mais vraiment à la volonté qui est économique et politique. Il y a un peu de ça, mais je dirais que plus on s'éloigne du préfabriqué, plus pour un client ou pour un concepteur, on s'éloigne aussi d'une idée de réemploi. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui le réemploi du coup les sur place est encore extrêmement minoritaire. Donc il y a quand même des caractéristiques initiales du béton préfabriqué qui se prêtent bien au réemploi. Et Andrea, est-ce que les panneaux aujourd'hui sont relativement complexes? Là, on parle de haute couture. Est-ce que tu estimes qu'il faut les faire évoluer vers quelque chose de peut-être plus simple, plus léger? Est-ce qu'il y a une piste d'évolution qui semble disons, s'imposer? Alors, pour la question du réemploi, ça c'est une chose, mais aussi pour intégrer d'autres matériaux qui, eux, seraient alors plus durables. Je pense à la terre, évidemment. Est-ce qu'il faut le faire évoluer dans ce sens? Ton micro est juste là. Si, ça marche. Ça marche? Bon. Bon, de nouveau, il ne faut pas faire des généralités parce que c'est toujours dangereux. Par exemple, non, le problème, je pense, tout à l'heure ça a été dit, en fait, c'est le jour où l'énergie coûtera tellement cher que probablement les solutions vont venir. Ou la loi l'impose. Parce que ça fait au moins plusieurs années, 5 ans qu'il y a cette usine de camps cassés à recycler qu'on n'a pas vraiment utilisée. Puis maintenant, il y a une sensibilité qui se présente et puis il y a aussi une quantité de matière suffisante pour la réutiliser. Mais en fait, peut-être que les problèmes les plus difficiles aujourd'hui au niveau de la SIA et de l'ingénierie. C'est là où on détient le secret. Quand nous on a eu la chance, dans ces années dans lesquelles j'ai enseigné, de faire un CTI, c'est-à-dire un projet 50% financé par l'industrie, 50% par la Confédération, sur des panneaux sandwich extrêmement fins, justement fins et donc économiques en matière, et encore économiques au niveau des coûts. Et pendant ce processus, en fait, on a, un peu par hasard, donc c'était aussi un CTI dont une partie était portée par Prelco et une partie par Swissport, qui sont les grands fabricants d'isolation en Suisse. Hein. Pas seulement en Suisse. Mais. Et en fait, à un moment donné, pour des recherches collatérales, et c'est typique d'une recherche, on est tombé sur des fibres de carbone qui ne sont pas bonnes du tout en soi, mais c'est des produits de deuxième recyclage, récupération de polymères du processus industriel, qui en fait résistent 7 fois plus que l'acier et qui ont été développés aux États-Unis comme déchets justement d'un processus industriel à utiliser pour des parkings. Donc, sur les mélasses, c'est que c'est pas cher, et qui permettait d'éviter par-dessus de faire de l'asphalte, des couches d'asphalte supplémentaires. Et nous, on l'a utilisé en faisant cet élément. Et là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi l'acier? Ça fait 150 qu'on utilise l'acier. Il y a des fibres, dans ce cas-là, de carbone. Mais pourquoi ça ne serait pas des autres fibres de polymère? Et pourquoi ça ne serait pas des fibres de végétales? Si on met des fibres végétales exposées à l'eau, ça va mal se passer. Mais du moment qu'on les coule dans une usine, dans une condition où pendant quelques heures elles sont humides, et après elles sont protégées par 3-4 cm de béton, donc de gravier, avec un peu de ciment, peut-être qu'elles pourraient aider à se libérer de la contrainte de l'acier, parce que je reviens, 80% c'est de la pierre, 5% d'acier, 15% de ciment, et là aussi, bon, j'aurais des anecdotes à raconter, mais je ne le fais pas, mais
c'est le 15% de ciment et 5% d'acier qui sont très très mauvais au niveau du CO2. C'est pas la pauvre pierre à côté, hein. Et bien, là, on pourrait s'occuper plus. Karin Scrivener s'occupe de ciment. Il y a donc de nouveau dans ces années, juste pour dire l'intérêt aussi du monde académique. Dans ces années-là, j'ai pu organiser 3 symposiums sur le béton, dans lesquels on a invité en un jour architectes, ingénieurs, historiens d'architecture, chimistes, physiciens du bâtiment, enfin tout un domaine très large. Et puis quand Scrivener est venu une année en nous présentant un architecte de Cuba, j'ai dit mais pourquoi un architecte de Cuba? Je ne connais pas très bien, mais parce que là-bas, vu qu'ils n'ont pas de moyens et ils n'ont pas d'argent, ils avaient développé des ciments extrêmement pauvres, en clinker, et donc écologiques. Donc ça vient des pays pauvres, parce que nous, avec la haute technologie et beaucoup d'argent, c'est pas très intéressant. Et aujourd'hui, c'est peut-être ces expériences-là qui ont amené vers ces nouveaux ciments. Et c'est idem. Et puis après, j'ai découvert que à Fribourg, à HES, il y a des géotechniciens, beaucoup d'études. Moi, je vais à la montagne de temps en temps, en Valais. Il y a des coteaux de montagne entières tenus par des jutes, hein, des jeux textiles avec des clous. Je me dis, mais s'ils tiennent la montagne, peut-être qu'on peut tenir des bâtiments. Alors, juste pour donner un exemple, et on doit faire aujourd'hui, on a fait des tests, on a fait aussi un prototype de béton-terre, sauf qu'aujourd'hui, les normes SIA ne vous permettent pas de l'utiliser parce que le client, il vous dit, vous me donnez des garanties? Je dis non, on ne peut pas donner de garanties en ce moment. Hein? C'est intéressant parce que ta réponse, elle montre, on passe toujours du scientifique à l'architecte, à l'ingénieur, à la SIA, et on revient au maître d'ouvrage public. On tourne un petit peu en rond, et c'est vraiment un problème. Ça revient à la question que je vous posais tout à l'heure, Karen, et peut-être qu'on pourra en parler peut-être avec Benoît. Finalement, pour réussir à faire innover, à faire un prototype, à faire avancer les choses, il faut prendre tout le monde à la fois. C'est ça un problème. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est la responsabilité de la recherche? Est-ce que c'est l'entreprise qui doit prendre le risque? Est-ce que l'architecte, tu pourras répondre aussi Marlène, parce que vous avez pris un risque en proposant un bâtiment en pierre massive qui était très innovant. Est-ce que c'est le maître d'ouvrage public qui doit pousser pour cette prise de risque? Benoît, vous voyez comment la chose? Est-ce que c'est maintenant, est-ce que la balle est dans le camp du côté des maîtres d'ouvrage publics peut-être? Je pense qu'apporter une réponse simple, ce serait erroné. Moi, en tout cas, ce que j'observe, c'est que techniquement, c'est possible. Ça se fait déjà, ça existe. On voit que la technologie est présente, on voit qu'il y a de l'expérience qui est là, il y a un savoir-faire unique, à Genève en particulier. On sait que dans les conditions cadres, il y a des nouveaux projets de loi, des révisions de loi qui sont en place, qui ont été validés, qui vont inciter, qui vont définir des objectifs. Donc, en fait, il y a tout pour bien faire. Mais malgré tout, l'accélération est pas suffisante pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc du coup, je pense que la responsabilité, elle est évidemment partagée. Nous, ce qu'on voit actuellement, on a fait différentes études à l'échelle du canton de Genève, par exemple, pour comprendre mais quel est l'impact, quel est l'éco-bilan de l'habitat, des modes d'habitat. Quels sont les modes d'habitat qui ont le plus d'impact? C'est des choses qui sont connues, mais on a essayé de les partager. On a évalué aussi les labels. Quels sont les labels? Quelles sont leurs influences finalement sur les résultats des projets. Puis aujourd'hui, par exemple, on accompagne un projet notamment sur les Sherpines, où on nous pose la question, mais comment est-ce qu'on peut intégrer dès la planification cette mesure d'impact? Et puis comment ça peut devenir un critère au fil de la planification? Et donc là, on est en train de travailler pour réfléchir à, on appelle ça aujourd'hui un outil, est-ce que c'est une batterie de critères? On est en train de réfléchir à ça pour voir comment ça peut orienter les choix qui sont faits dès la planification, avant que l'architecte vienne avec sa solution, qui par ailleurs techniquement tient la route. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et ensuite, il faut que ces critères environnementaux, qui ne sont pas uniquement sur le bilan carbone, mais qui sont sur d'autres éléments, notamment la proximité des ressources, les transports, mais on parle aussi ensuite de biodiversité, etc., d'énergie, que l'ensemble de ces critères aient un vrai poids dans le choix notamment que font les maîtres d'ouvrage, et que ça soit pas des alibis, et que finalement l'évaluation reste sur les aspects économiques. Et on a des retours d'expérience qui sont flagrants, qui montrent que oui, il y a des critères environnementaux, mais que les notes sont égales pour tous les répondeurs. Donc finalement, la différence se fait pas là-dessus. Donc on voit qu'il y a
Les compétences, on voit que les solutions techniques existent, mais qu'il y a en effet encore un vrai gap entre la volonté et puis l'acte, notamment sur les projets publics. Et je pense que l'État devrait être en capacité de prendre davantage le risque, peut-être comme le disait la professeure, pour tester, pour imaginer des modèles, pour tester, pour mettre en pratique. Et si je dis ça, c'est pas tant pour tester la technicité, mais les usages. Et c'est peut-être le deuxième point, c'est qu'on voit que l'impact, notamment du bâtiment et donc de la construction, est entre autres dans l'usage des bâtiments. Et je donnerai un exemple. Je parlais avant vous aviez l'image du lac Léman avec l'eau. On a évalué l'impact notamment de l'usage de ce système de Génilac qui avait été implanté au début des années 2000 sur Genève dans le quartier Lac-Nation. Et on a réussi à observer une augmentation de l'efficacité du système d'à peu près 20%, 2 ans après l'implémentation du système, par la formation et la sensibilisation des concierges à l'usage de ces nouveaux systèmes de chauffage et de refroidissement. Parce qu'on n'avait plus, on parle d'un chauffage à distance à l'époque qui était assez innovant, et donc il a fallu former les acteurs de l'usage de ces bâtiments pour leur expliquer quels sont les impacts de leurs gestes et de leur utilisation, sans parler des utilisateurs, des habitants, qui est encore un autre gamme. Donc je pense qu'il y a vraiment la question d'usage qui est centrale. Bon, c'est très intéressant parce que là, on partait du panneau préfabriqué, on est en train de dézoomer et puis d'aller décortiquer un petit peu les processus, comment on travaille. Je pense que tout le monde devrait répondre un peu à cette question. Marlène, en premier, peut-être. Est-ce que vous souscrivez à ce qui a été dit sur le fait que peut-être les ingénieurs doivent faire évoluer aussi les normes? Pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Est-ce que c'est la SIA qui doit bouger maintenant? Est-ce que ce sont les maîtres d'ouvrage publics qui doivent pousser pour avoir des prototypes innovants? Vous avez créé un prototype par le concours, je crois. Expliquez-nous un petit peu. Il y a tellement d'éléments de réponse. Alors, donc, donc le concours de Plan-les-Ouates, qui sont des logements pour la commune de Plan-les-Ouates, qui sont des logements dans des zones de développement, donc avec des fixés par les prix de l'OCLPF, donc c'est plutôt des prix très très contrôlés. Ce sont des logements sociaux, très sociaux, des LUP, voilà. Donc on est vraiment la chance d'avoir commencé par ce bâtiment, c'est qu'il est R+7. Donc tout à coup, on a pu prouver que c'était possible de monter. Et aussi la chance qu'on a eue, c'est que c'était pour une commune, pour des logements sociaux, dans une zone où les prix étaient excessivement contrôlés. Donc on a eu de la chance parce que ça a un petit peu coché toutes les cases. Et donc oui, c'était un concours sur présélection. Et donc là, typiquement, les collectivités ont été très engagées. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a gagné le concours finalement? C'est parce qu'on avait un jury de professionnels excessivement engagés qui a cru, et qu'aussi on avait un système structurel qui a permis une grande flexibilité des appartements, et évidemment que les investisseurs qui regardaient avec leur tableau Excel, ils ont vite vu que c'était possible de rajouter une pièce par étage et que tout à coup le système financier fonctionnait très très bien. Donc en fait, faut quand même un peu un alignement de planète, et on ne peut pas dire que c'est uniquement parce que c'est la pierre, et c'est absolument pas ça qui a gagné. C'est en gros, c'est la manière dont le projet a été fait qui a été gagné, et la chance, ça a été qu'il y avait de la pierre, mais c'était pas du tout à la base. Voilà. Alors, ouais, il y a quand même 2 éléments pour réagir par rapport aux 2 dernières interventions. Moi, je suis excessivement peur de ces systèmes de mise en critères, de tableau Excel, parce que tout à coup, en fait, je suis un petit peu dans cette idée de l'éloge de l'inutile. Voilà. Et puis tout à coup, l'inutile n'a pas de place dans un tableau Excel, même s'il est multicritère, même s'il est usagé, même s'il y a un tas de choses. Par exemple, ce bâtiment, c'est quand même l'éloge de l'inutile. Franchement, quand les industriels se sont dit, tiens, et si on se payait une coque de quelques centimètres pour faire des extincteurs, mais franchement, ils n'étaient pas du tout dans un tableau Excel. Ils se sont vraiment fait plaisir, on est d'accord. Hein. Et puis à la base, c'était une usine. Pourquoi on sait ça, complètement idiot. Puis là, maintenant, on se retrouve, on fait une exposition, on fait des conférences. Mais le bâtiment, il n'est pas du tout approprié ni à des expositions, ni à des conférences. Il y a trop de lumière. La journée, on a froid, quand on a froid, on a chaud. Vous voyez, ce bâtiment est totalement inutile. Et pourtant, on est hyper content d'être là. Et pourtant, les usages se plient à l'architecture. Et c'est ça. Et ça, je sais pas comment est-ce que dans un multicritère de tableau, on arrive à se dire, en fait, sur le moment, c'est des dingues d'industriels qui pouvaient se payer ça, qui l'ont fait pour se faire plaisir. Et puis, je sais pas, 30 ans après, on va être là parce que ça nous fait plaisir. Voilà. Oui, peut-être, mais la réponse de Benoît était précise. Il disait, il faut mettre un seuil, qu'importe le matériau, qu'importe la méthode.
on fait un éco-bilan, on met un seuil général, et puis vous vous débrouillez pour trouver des solutions qui passent sous ce seuil, au fond, hein, Oui, pour aller vite. À la fin, c'est la question culturelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a ce genre de folie, celle-là, ou par exemple nos bâtiments, c'est quand même des gens qui, à un moment donné, dans un huis clos pendant 10 heures, se sont posé des questions, ils se sont dit, on y va. Mais ils ont pas demandé à valider ça par des algorithmes et des trucs super compliqués, parce qu'on n'est pas un tableau Excel. Donc ça, c'est un premier échange qui, moi, c'est quelque chose qui me fait excessivement peur. Et tout le monde me dit, ah chouette, la pierre, c'est développement durable. Je suis contente de faire du développement durable, j'ai rien, c'est super. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est vraiment la continuité culturelle qui va m'intéresser. Et c'est vraiment de se dire, les quelques bâtiments que je vais produire dans ma vie, qu'est-ce qui va rester finalement? Et puis, on a de la chance, on sait que la pierre, elle reste, on sait que la pierre, elle vieillit, on sait qu'elle va s'abîmer, on sait qu'elle va un peu se tacher, puis il va falloir pouvoir la nettoyer, elle va pouvoir être réparée. Puis un jour, il y a quelqu'un qui va même la démonter. Et c'est ça qui est chouette. C'est pas forcément les bilans carbone, tout ça. Nous, on n'a pas du tout fait ça. Alors, j'aimerais bien le faire, hein. Évidemment, quand un jour on va me le demander, mais je serais hyper triste qu'en fait, on choisisse la pierre uniquement par un bilan carbone. Mais j'ai quand même posé la question du coup alors à Karen Scrivener et à Célia Kupfer, parce que vous avez apporté des graphiques, donc vous manipulez le tableau Excel. J'ai une question à la professeure. Il n'y a pas la pierre dans son premier tableau? Très bonne question. Et je crois qu'il y a un problème de son, Karen. Est-ce que c'est chez nous ou chez vous? Oh non, c'est ma faute. J'avais fait en mute. Non, je pense que c'était pas dans le tableau parce que il n'y a pas beaucoup utilisé pour les raisons, mais je ne veux pas rentrer en débat avec ça. Je veux juste dire que il faut mettre en compte les émissions CO2 parce que c'est la crise qui nous confronte et la construction, en partie sur l'utilisation, mais autre partie juste sur les matériaux qu'on utilise. Les matériaux qu'on utilise contribuent en total à peu près 20% des émissions de CO2. Si on néglige cet effet, on peut pas vraiment résoudre cette crise. Et moi, je suis d'accord avec la personne qui a dit que il faut intégrer cette approche le plus tôt possible. Ça, le fait d'intégrer cette approche n'empêche pas d'avoir les diverses solutions. Comme André a dit, on peut réduire la quantité de matière, on peut faire les différentes formes de construction. Il y a plein de questions de répondre à ce besoin de réduire les émissions dans tous les sens. C'est pas un matériau à toutes les solutions, l'autre n'a pas. Mais il faut entrer avec cette réflexion parce que c'est le problème qui nous confronte aujourd'hui. Et si on n'a pas la solution, on n'a pas un terre vivable pour nos petits enfants. Pour moi, c'est le sujet primordial aujourd'hui. Et vous, Célia, vous connaissez bien les ingénieurs. Est-ce que c'est à eux maintenant de réagir, de changer ces normes peut-être pour agir sur les quantités de ciment, de béton, je ne sais pas quoi qu'on met? Oui, bien sûr. Il y a plein de choses qu'on peut changer dans les normes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avant ça. Parce que qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Que systématiquement, les gens, ils mettent 10-20% de plus que les normes. Les normes sont déjà très conservateurs. Ils ont les marges de sécurité très grandes. Mais en plus de ça, à tous les niveaux, les gens, ils ont tendance à dire, oh, mais peut-être qu'on met 10% plus juste pour être sûr. Ça, c'était fait dans le sens que le béton était un matériau très peu cher. Ça coûtait pas beaucoup, mais maintenant, on peut pas nous donner le luxe de faire ces 10%, 20% juste pour rien. Il faut vraiment travailler sur le changement de normes. Ça, c'est primordial, mais il faut aussi réaliser qu'il y a beaucoup à faire avant ça, parce que les changements de normes, ça va prendre du temps. Il faut travailler sur tout ça en parallèle. Là-dessus, Célia, peut-être? Oui, je vais réagir en 2 points. D'abord, vraiment par rapport à cette question du bilan carbone. On sait qu'aujourd'hui, si on veut limiter les émissions, limiter l'augmentation du climat à plus de degrés, on va devoir réduire par 4
les émissions de CO2 d'ici 2050. Ce qui fait qu'en fait, on n'a plus vraiment le choix et on doit considérer le bilan carbone lorsqu'on construit neuf. C'est vraiment extrêmement important et c'est pour ça que je pense que dans le concours, il devient de plus important d'intégrer un volet sur le bilan carbone du projet. Et comme ça, ce sera à chaque architecte, à chaque équipe de concours, de trouver la solution pour re-questionner le programme, réduire la quantité de matériaux et utiliser les matériaux avec le plus faible impact carbone. Et aussi, ça permettra aussi d'éviter tout a priori sur certains matériaux qui, on croit, ont des bilans carbone très bas et c'est l'inverse, et pour éviter toute erreur de communication. Donc ça, c'est le premier point par rapport au concours. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas abandonner la qualité architecturale. Loin de là. Ça doit être un critère parmi d'autres, parce que c'est un bon projet d'architecture qui va rester longtemps et qui fera qu'au long terme, on construira moins. C'est un bon projet qu'on va utiliser longtemps, qu'on va venir ici utiliser matin, midi, soir, pendant des années, en semaine, en week-end, parce qu'on l'aimera, ce bâtiment. Donc je pense que c'est important d'intégrer ce critère parmi d'autres dans le concours. Merci beaucoup. Moi, je voulais alors du coup redonner la parole du côté des architectes. Est-ce que c'est la faute des ingénieurs pour commencer? Est-ce que J'aimerais aussi réagir sur la question des normes. Je rejoins absolument la professeure Scrivener sur la question des normes parce que il y a plusieurs études qui ont montré que la construction de structures porteuses est largement surdimensionnée. Il y a des études, par exemple, menées par Cambridge qui ont montré que, par exemple, quand on va construire une structure métallique, une charpente métallique, on va utiliser la plus grosse section nécessaire sur la charpente et on va utiliser cette section-là sur l'ensemble du plancher. Alors qu'en fait, on pourrait réduire très très nettement les autres sections. Mais pour éviter le risque d'erreur sur les chantiers, pour simplifier les commandes, pour simplifier la mise en œuvre, en fait, on va tout uniformiser. Donc avant je dis pas qu'il faut pas changer les normes, mais je dis qu'on a encore beaucoup de marge de manœuvre rien que sur la conception. Andreas, que tu veux réagir là-dessus? Oui, il y a le micro qui est juste là. Oui, bon, vu que ça va, ça marche, oui, hein, ça marche. En 1973, il y a eu la crise du pétrole, et puis suite à ça, on a commencé à isoler. Et on a fait les préavis thermiques, et d'un jour à l'autre, on a dû les faire, on les a fait. Si aujourd'hui, on nous dit il faut faire un bilan carbone, mais pas de souci. Si on en croit en soi, et puis on est convaincu que les idées, on les a. Quand on connaît le métier, les idées, on les trouve. Je dirais, au contraire, pour moi, la liberté est dans les contraintes. La liberté pour la liberté, c'est un peu trop facile. Hein. Et c'est justement ce qu'on a eu peut-être pendant trop longtemps. On consomme trop, on fait ce qu'on a envie. Pour plaisir personnel, c'est fini. 30 ans même en architecture était 30 ans d'une architecture très du geste de l'artiste, de l'objet unique. On a eu des stars architectes qui ont fait des grands bâtiments iconiques dans le monde, mais il y en a 50, 100, c'est des monuments. C'est pas le 99,99% du reste du monde. Donc il faut déjà un peu calmer son ego et puis se confronter à ce qui est la vraie réalité. Moi, j'ai commencé à travailler, on faisait des dalles de 14 cm. Contrôler l'acier, on mettait des barres de 8, 12, c'était déjà pour les riches, hein, des barres toutes les 30. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ils rigolent. Si on met du 8, c'est impossible. Donc, et aujourd'hui, on m'a expliqué qu'on a une façon de calculer beaucoup plus sûre, avec des ordinateurs utilisés par la NASA, mais les dalles sont devenues de 24 ou 22. Donc OK, on doit tous changer. Hein. Mais honnêtement, je trouve ça plutôt des challenges. Là où c'est un peu triste, c'est ce qu'on entend. Hein, mais il semble que pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais les derniers concours que j'ai vus d'école à Genève, ils étaient en bois. Et à Zurich, c'est vraiment plutôt le canton qui le demande. Ici, on ne le dit pas. Et ça, c'est un peu triste. C'est ça qui est triste. C'est de dire, ah ben la solution, c'est le bois. Et de nouveau, c'est une caricature totalement liée à l'ignorance, à la communication très poussée d'un certain type d'industrie. Et c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est rester au-dessus de ça et se dire que moi, je peux faire une école extrêmement économique sans un gramme de bois, quoi. Hein. Qu'elle soit en béton, en acier ou j'en sais rien quoi. Mais le danger maintenant,
c'est d'arriver à des situations dans lesquelles on commence à dire non mais il ne faut pas utiliser du béton, il faut du bois. Ça, c'est dangereux. Ça, on a bien compris. Et je propose qu'on continue cette discussion en impliquant le public, parce qu'il est quand même 7h10. Et pour les estomacs qui gargouillent, sachez qu'on aura un apéritif riche qui est offert après la discussion. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole. Et puis on continue sur la question, parce qu'une question que je voulais vraiment qu'on aborde ce soir, c'est est-ce qu'on doit penser la préfabrication plutôt maintenant alors à d'autres parties du bâtiment? Est-ce que c'est une des solutions techniques possibles pour continuer avec toi, peut-être, Andrea? Non, bien sûr. En fait, elle a déjà été utilisée dans une période dans laquelle il y avait moins de moyens. Et justement, le béton, il coûtait cher, le ciment, il coûtait cher, l'acier, il coûtait cher. Donc, on avait, dans ces moments de l'après-guerre, il y a un gros mouvement dans lequel la préfabrication elle était plus totale. Plattenbau, c'était pas juste les façades, mais c'était aussi les parties horizontales. Et moi, je suis convaincu que c'est vraiment une orientation, celle de la préfabrication, pour faire une économie de matière et indirectement être sensé par rapport à une empreinte carbone. Convaincu. Sauf qu'aujourd'hui, alors actuellement, l'énergie coûte moins cher que la main-d'œuvre, pour la faire simple. Et ce qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre. Donc, on est allé vers des solutions plus simples ou simplistes, parce que finalement, il coûtait moins cher, et ça coûtait trop cher quand la main-d'œuvre était trop importante. Alors, il y a un peu des situations qui forcément ils vont devoir changer, ou de mise en œuvre. Donc, moi, je crois beaucoup, par exemple, que la préfabrication, je prends encore un exemple, excusez-moi, pour être très concret, parce que c'est ça notre quotidien à la table. On a pu faire ce bâtiment au Tessin, parce qu'à l'arrière, il y avait une culture qui venait du nord de l'Italie, dans lequel, dans la préfabrication, la précontrainte, ils l'utilisent encore très facilement. Ici, parler de précontrainte, ça fait tout de suite peur. La précontrainte réduit de plus de la moitié la quantité d'acier. Et vous réduisez avec aussi la quantité de béton. Ils la font. Alors aujourd'hui, vous commencez à parler de ça, les gens ils disent non mais c'est trop compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. C'est juste qu'on a perdu un peu la pratique dans l'usage. Et ça, on n'a pas besoin de faire du bois, de nous, un autre matériau. On peut réduire massivement la quantité de matière béton et d'acier sans aller chercher dans les fibres naturelles, par exemple. Donc il y a énormément à disposition. Ce qu'il faut, c'est surtout pas fermer des possibilités, mais de les réouvrir. Est-ce qu'il y a parmi l'audience des questions? Sinon, on peut aller sur des questions un peu plus techniques. Est-ce que on peut faire évoluer le panneau aujourd'hui en incorporant de nouveaux types de matériaux? Peut-être que Monsieur l'autre aussi peut participer à la discussion, parce qu'il... Monsieur? Oui, je voudrais juste faire une remarque par rapport aux éléments horizontaux et les éléments verticaux. L'élément horizontal, il a été petit à petit abandonné sur la place de Genève dans la mesure où il n'économisait qu'une face de coffrage. Et que l'industrie des marchands de coffrage, utilisant l'idée de la préfabrication, finalement, ont transporté les moules directement sur le chantier avec les tables de coffrage. Dans ce qui concerne la façade, on économise de coffrage. Donc on est économiquement, on est déjà meilleur et on exécute la façade dans des conditions qui sont idéales puisqu'on travaille à l'horizontale et on travaille à l'horizontale avec 10, 20 ou 30 cm. C'est beaucoup plus facile que de le faire sur 2,80 m ou 3 mètres. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on peut faire en préfabrication qui sont impossibles en traditionnel. C'est juste une petite observation d'expérience. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on va revenir en fait à une manière de faire du préfabriqué antérieure à celle qu'on a fait il y a 50 ans en arrière? Je ne sais pas si... Pourquoi tu dis ça? Alors, de toute façon, on doit forcément isoler. Donc, l'élément simple qui règle tout, ça n'existe pas, ou si ça existe à des conditions un peu particulières. Donc, on est aujourd'hui passé d'une génération d'éléments simples à des éléments complexes, composés, à plusieurs couches. Mais c'est bien pour ça que il devient de plus en plus complexe. La préfabrication devient vraiment essentielle et intéressante parce que vous la faites. Ces éléments complexes, ils sont difficiles à réaliser en chantier. Par contre, dès que vous êtes dans des conditions idéales, protégées,
vous pouvez aller bien plus loin dans la technologie de l'élément et vous avez des conditions de travail aussi meilleures et aussi en même temps de la productivité. Donc, honnêtement, moi, je pense qu'il y a une grande chance de la préfabrication pour qu'elle se redéveloppe peut-être dans des autres conditions. Oui, je crois que la question de l'empreinte carbone va devenir prépondérante. Elle va amener une réduction de la quantité de matière et indirectement rendre plus difficile la réalisation en chantier. Un dernier appel pour l'instant. Peut-être par ici. Bonjour, moi je voulais poser une question concernant le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Et je me demandais en fait si, maintenant qu'on sait qu'il y a des zones à Genève qui surchauffent, notamment parce qu'elles sont très minéralisées, s'il serait concevable de penser à ces bâtiments qui probablement seront soit climatisés, soit avec des ventilateurs plus tard, au début de la conception de ces bâtiments en fait. À qui adresse-t-on la question? Un peu à tout le monde? Moi, j'ai peut-être un élément de réponse un peu... je ne sais pas si vous serez d'accord, mais... alors, par rapport à ces questions, îlot de chaleur, je sais pas. Par rapport à comment est-ce qu'on peut faire des bâtiments qui sont moins sujets à nécessairement avoir de la ventilation, ce genre de choses. L'intérêt de travailler avec de la massivité, donc béton préfabriqué ou dans notre cas la pierre, c'est qu'en fait la massivité, elle a une espèce de compétence d'inertie qui est inhérente à la matière, bien que, en tout cas dans le cas de la pierre, elle est absolument pas prise en compte dans les calculs thermiques. La pierre n'existe pas dans les calculs comme elle n'existe pas dans les tableaux. Mais admettons, on le sait, on sait que la pierre a de l'inertie. Donc il y a l'intérêt de travailler dans de la massivité, c'est qu'on utilise cette inertie. Et aussi dans la massivité, on a des systèmes d'ombre portée tout à fait passives, des épaisseurs de murs sur les vitres. Donc ça, c'est des choses de bon sens qui ont aucune technologie. Donc ça, c'est une des réponses. C'est-à-dire que en diminuant quelque part la relation entre la vitre et le mur, en faisant des ombres portées par une certaine massivité, c'est l'ensemble de ces petites choses que l'on peut faire pour diminuer les problèmes de soleil direct. Voilà, ça c'est une des choses. Et quand on est justement dans des bâtiments très légers, sans forcément nommer un matériau en particulier, naturellement, et on le sait parce qu'on a tous été dans des cabanes ou des tentes pendant l'été, naturellement on se rend bien compte que quand on est dans une tente, on a plus chaud que quand on est dans une maison beaucoup plus massive. Voilà. Donc c'est pour ça qu'une fois de plus, avoir une seule et même réponse ça ne marche pas, parce qu'on va chercher en permanence des situations différentes en fonction des climats, de l'été, de l'hiver. Voilà. Donc on s'achemine vers une complexification, une hybridation peut-être de ce genre de technologie. Monsieur Laude, vous vouliez réagir? Oui, avec plaisir. Mais c'est pour dire que je partage beaucoup de ce qui a été dit, dans le sens où j'ai une vraie conviction sur le bon matériau pour le bon usage. Et sur cette réflexion qui nous pousse à penser que la réduction de notre empreinte carbone n'est plus une hypothèse, n'est plus seulement une évidence, c'est devenu une obligation, y compris légale. Et les métiers du bâtiment, dont plusieurs ici plusieurs représentants sont présents, ont soutenu un projet de loi qui est devenu loi pour que à Genève, il y ait une réflexion sur le bilan carbone sur l'ensemble du cycle de vie, en privilégiant le recyclage et le réemploi. Le mot réemploi figure dans une loi. Et c'est dire que si nous soutenons ce type de projet, c'est que cette question, elle nous est posée à tous, concepteurs, programmateurs, mais aussi constructeurs. Et sur le fond, par rapport à la mixité des matériaux ou à la capacité de l'inertie thermique de conserver, c'est parce que vous posiez la question, une des pistes que nous explorons actuellement, c'est effectivement réduire la quantité de matière, ça a été très bien dit par Andrea, mais c'est aussi chercher des matériaux de comblement pour apporter justement l'absorption phonique, la performance thermique, avec des matériaux qui ont une empreinte carbone beaucoup plus faible, comme des bétons-terre, comme de la terre crue, comme des ciments bas carbone, sur lesquels les performances statiques, structurelles sont pas de même exigence. Et c'est justement sortir de cette facilité, vous en parliez sur ces sections de poutres qui finalement définissaient l'ensemble de la commande du système structurel,
c'est arriver justement à aller à l'os et à mettre ce qui est juste nécessaire à l'usage et à un usage durable, avec effectivement une notion de permanence. On a ce même souci par rapport à l'occupation des lieux, sur la réversibilité, sur la réaffectation, finalement pareil sur le matériau. Donc dire que ça doit être davantage intégré dans le concours, dans le programme, oui, et qu'aujourd'hui, la loi nous pousse à cette réflexion de se dire comment on fera ensuite, comment on déconstruit, comment on réutilise. Et je pense que c'est vraiment un défi qui nous est posé, mais qu'on doit prendre avec conviction, puis aussi avec appétit, parce que c'est de l'innovation et culturellement, ça doit nous pousser à aller de l'avant et puis essayer d'avoir une attitude plus responsable par rapport à ce que nous faisons. Je profite d'avoir le micro avec votre permission pour le passer à mon voisin de droite, qui est pas seulement un grand architecte, mais surtout un grand constructeur. C'est René Coquelin qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir et puis qui a souhaité dire 2 mots aussi sur ses expériences en préfabrication. Alors voilà, on est dans une maison qui abrite beaucoup de controverses ou de discussions sur l'architecture et il est rare qu'on ait des gens de sa génération qui aient autant construit en préfabriqué et pas seulement pour qu'on puisse l'écouter quelques minutes si vous voulez bien. Merci de me donner la parole. C'est un vieillard qui vous parle. J'ai 60 ans d'expérience et je voulais évoquer 3 petits exemples qui ont jalonné ma carrière et qui restent des exemples, à mon avis, assez parlants. Je commencerai par le plus ancien. Il s'agit naturellement de préfabrication. C'était en 1963. Je venais d'être engagé par messieurs Lozeron-Moser architectes. Je n'étais que leur employé. Je revenais de 2 ans d'expérience aux États-Unis et ils m'ont confié le projet du foyer des équipages de la Suissair. La Suissair est venue le 2 avril 1963 parler à Lozeron-Moser en leur disant « Est-ce que vous pouvez construire ce bâtiment, un hôtel de 100 lits, 100 chambres, à Cointrin en 1 an ?» Lozeron a dit « on va essayer, mais il faut déjà obtenir l'autorisation de construire et le plan directeur qui était le plan localisé de quartier de l'époque. » Et là, les dirigeants de la Suissair ont dit « Ah, mais ça, il n'y a pas de problème. Nous avons déjà eu un entretien avec M. Kazaï, qui était conseiller d'État chargé du département des travaux publics, qui accordait les autorisations de construire, et M. Virginio Malnati, qui était le maire de Mérin, qui était la commune sur laquelle on allait construire. Et tous les deux ont dit qu'ils feraient tout leur possible pour que vous obteniez l'autorisation de construire le plus rapidement possible. Alors on nous a confié le projet. Nous l'avons dessiné en moins d'1 mois. Nous avons déposé la demande d'autorisation de construire le 8 mai 63, 1 mois après qu'on nous ait donné le mandat, et nous avons obtenu l'autorisation le 30 juin. C'est un record qui, je crois, n'a jamais été égalé depuis dans ce canton. Nous avons pu ouvrir le chantier le 8 juillet. Évidemment qu'il fallait trouver un moyen de construire rapidement, et le moyen, ça a été de préfabriquer tous les étages, rez-de-chaussée et tous les étages, et nous avons pu comme ça fabriquer toute la structure des étages et les façades pendant que nous construisions les sous-sols. Et quand les sous-sols étaient achevés, nous pouvions déjà livrer les porteurs, les murs porteurs, les dalles préfabriquées, toutes, et les façades. C'était l'entreprise IGECO, dirigée par un certain monsieur Vianu, que vous avez peut-être connu, qui était originaire, roumain d'origine, qui se sont chargés, ils avaient leur usine de préfabrication à Étoile, près d'Aubonne, et nous avons réalisé ce bâtiment
dans les délais qui étaient demandés, grâce à la préfabrication des murs, des dalles, des façades, tout en béton brut de décoffrage. Et nous avons remis les clés le 30 avril 64 pour l'exposition nationale. C'est une magnifique anecdote qui raconte qu'avec les préfabriqués, finalement, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles, et puis que peut-être aujourd'hui, nous-mêmes, on est trop complexe dans nos manières de travailler et peut-être pas assez réactifs par rapport à cette époque. Alors là, je vous avoue que j'ai travaillé jour et nuit, et que même les gaines sanitaires étaient préfabriquées par une entreprise qui portait le nom de Sani Préfab. Et toutes les gaines étaient aussi préfabriquées. Donc, tout était déjà fait en usine et n'était que monté sur place. C'est grâce à ça que nous avons tenu les délais, ce qui est évidemment un record pour l'époque. Ça, c'est le premier exemple que je voulais citer. Je vous en cite un second. C'est, je vais essayer d'être pas trop long, c'est le bâtiment du pont de Nemours. C'est un bâtiment... Les Américains sont venus en lui disant, voilà, vous faites une big box. C'était un grand rectangle avec des patios. Et puis, nous avons étudié une variante avec des plans octogonaux. Et l'octogone a permis de réaliser des économies déjà sur la longueur de façade par rapport à la surface de plancher, des économies sur la longueur des câbles. Nous avions 75 km de câbles, alors qu'avec la Big Box, on en aurait eu 180. C'était même économie pour les distributions de tous les fluides, et j'en passe. Ce bâtiment était tellement économique, grâce au concept octogonal, que le budget qui nous était imparti était de 120 millions et qu'au retour de toutes les soumissions, nous parvenions à 97 millions. Les Genevois nous ont dit pchit, 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 on dépensera les 120 millions. Alors nous avons offert tout le mobilier, nous avons fait des portes marquetées et j'en passe. Le bâtiment est extrêmement bien isolé, mais exceptionnellement bien isolé, avec des vitrages fixe, donc il est entièrement climatisé, et nous avons des triples vitrages. Ce bâtiment est tellement bien isolé que quand il est occupé par les personnes, les ordinateurs, les éclairages, etc., en hiver, on utilise le chauffage d'appoint que lorsque la température descend en dessous de 2 degrés. C'est vous dire à quel point ce bâtiment est économique. Alors, il y a toutes sortes d'autres détails à ce sujet, mais je vous dirai seulement que les façades qui sont en béton, faites avec des agrégats qui sont du grès de l'Ain, du département de l'Ain, ciment teinté évidemment, les façades entièrement bouchardées, nous les avons recouvertes avec un produit Dupont que nous avons découvert à cette époque, c'était en 87-88, qui était l'Imlar. L'Imlar transparent, parce qu'il y a aussi l'Imlar opaque, l'Imlar transparent, avec lequel nous avons enduit toutes les façades. Grâce à ça, nous n'avons eu aucune carbonatation, aucune dégradation par la pluie, les poussières, etc. Et que ce bâtiment qui a 34 ans, si vous le regardez, il est encore comme neuf, grâce à l'Imlar. Et je reviendrai sur les miracles de l'Imlar pour le dernier exemple que j'aimerais citer. C'est un tout petit bâtiment à l'angle de la Terre-Tasse et de la Coraterie, qui est aussi préfabriqué par Prelco, et qui est... Nous avons eu, c'était pour la librairie Görg. Maintenant, c'est un restaurant. Et ce bâtiment, nous avions des éléments en béton préfabriqué, teintés sablés pour que ça ressemble à de la molasse. Et puis, nous avons eu beaucoup de peine à obtenir l'autorisation de construire. Jacques Vernet, qui était chef du département,
ne voulait pas entendre parler de ce bâtiment. Nous avons dû passer par les autres conseillers d'État, dont Émile Dupont, pour enfin obtenir l'autorisation que nous avons obtenue avec une lettre de Jacques Vernet qui disait « Mes collègues du Conseil d'État m'ont prié de vous accorder cette autorisation contre mon gré ». Et nous avons enfin pu réaliser ce petit bâtiment. Et comme l'autorisation était difficile à obtenir, les journalistes sont venus m'interviewer en disant « Mais alors comment allez-vous faire ce bâtiment? Quel en sera le matériau essentiel ?» Et je n'ai pas dit que ça serait des éléments en béton préfabriqué, teinté, sablé, parce que béton préfabriqué, ça passait mal. Alors je leur ai dit, ça sera de la molasse reconstituée. Et alors ça a passé dans la presse. Et ce bâtiment, nous l'avons aussi enduit avec de l'Imlar pour le protéger. Et grâce à cette protection, miracle, ce bâtiment qui a été complètement... il y a eu des graffitis faits par des vandales une nuit, et on s'est réveillé, il était couvert de graffitis. On l'a nettoyé en une journée grâce à l'Imlar. Donc l'Imlar, je vous le recommande pour tous les éléments, toutes les façades préfabriquées. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Coquelin, pour ces anecdotes qui nous apprennent beaucoup de choses et qui redisent au fond ce qu'on a discuté ce soir. D'abord, il faut avoir une pensée de projet pour répondre à ces questions et pas forcément des solutions toutes faites. Chaque projet va apporter une solution. Deuxièmement, la question du temps aussi. Il y a peut-être des questions de temporalité qu'il faudrait un petit peu réactualiser. En parlant aussi de longévité des matériaux, qu'on a un problème qu'on n'a pas forcément abordé, mais que vous avez abordé. Et puis troisièmement, je sais plus très bien, que oui, qu'il y a des solutions en fait, à condition de mettre des seuils et des délais, voilà, peut-être intenables. On finit par trouver une solution si on se concerte et qu'on travaille ensemble. Dernière anecdote, ce qu'on a appris, je crois aussi, c'est qu'il faut savoir soudoyer les conseils d'État pour faire passer des projets. Donc c'est une question aussi politique. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Merci beaucoup pour l'anecdote. Des histoires comme ça, elles nous apprennent beaucoup de choses sur l'avenir de Prelco. Je vous invite à découvrir l'exposition et le livre où beaucoup de choses sont racontées et qui nous font beaucoup apprendre, je crois. Merci beaucoup à nos invités, à Karine Scrivener depuis Londres, à Benoît Charrière, Andrea Bassi, Célia Kupfer et Marine Leroux. On est invité maintenant à l'apéritif, ça se passe par ici et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci.